Merci d'être là. On va parler d'un sujet pas du tout anecdotique, peut-être l'un des plus importants de ce congrès, qui est les normes. Et la norme ICMS, puisque votre métier, vous, professionnels de la construction, il est international. Il y a beaucoup d'acteurs dans cette filière, beaucoup de pays, donc l'essentiel, c'est de parler différents langages, différentes cultures, mais la même passion du métier, mais aussi et surtout les mêmes normes, les mêmes référents. Avec nous pour en parler, Ken Creighton, qui est directeur des normes professionnelles à la RICS, Alan Muse, qui est directeur des normes de construction et environnementale à la RICS, Antonio Paparella, qui est à la Commission européenne, administrateur principal au sein de la Direction générale Marché intérieur, Industrie, Entrepreneuriat et PME, et Pascal Asselin, président de l'Intec et dirigeant d'entreprise dans l'économie de la construction. Donc on a un parterre d'invités intéressants, et je rappelle, mais vous l'avez vu, que c'est une coproduction internationale, puisque l'Intec coproduit ce congrès avec différentes entités structures, le CEC, on l'a vu, mais aussi l'ICMS. Excuse-moi, Cyril, you have some headset next door for those who need some translation. Voilà, c'est une coproduction internationale, donc on a différentes langues, différentes cultures représentées ici, un même métier, une même passion, et le sujet commun, la convergence, c'est les normes. Pascal, tu es puissante invitante. Comment, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'avais parlé d'ICMS, tout de suite de normes. Je crois que tu revenais de Washington. Comment vous définiriez l'ICMS? C'est une norme, mais c'est un mode, une méthode de calcul? Alors, bon, le mot norme, on adore en France, parce que c'est un aspect réglementaire. Dans le monde, dans la sphère anglo-saxonne, c'est plutôt standard. Donc, c'est libre. Et je dois avouer que, pour moi, j'y suis allé avec des yeux quasiment d'enfant. J'avais jamais rencontré autant de monde d'autant de pays différents quand nous sommes allés tout petit Intec à Washington DC, sous l'égide d'ailleurs du Fonds monétaire international. Et puis j'ai rencontré des collègues économistes de la construction, cost controllers, qui avaient une ambition commune. C'était non pas de construire des ponts, simplement des ponts entre les différentes associations, mais essayer de construire un langage commun. Et j'ai trouvé cette idée mais absolument très intéressante, puisque nous l'avions déjà testée au sein du Comité européen des économies de la construction. Et tenez-vous bien, nous avions mis à peu près 15 à 20 ans pour arriver à un code de construction commun. Il faut savoir que les réunions qu'on faisait il y a 20 ans au sein du Comité européen, il y a autant de langages en Europe que de pays quasiment. Eh bien, chaque pays qui venait avait un traducteur. Donc, quand quelqu'un posait une question, ça mettait un certain temps à circuler. Donc, aujourd'hui, c'est terminé, tout le monde parle anglais. Bon, c'est comme ça, c'est la langue dominante, mais il faut l'accepter. Et puis, ça permet d'avoir des échanges communs. Et donc, moi, où je suis fier, c'est que ce travail initié ensuite à Washington pour créer l'ICMS, eh bien, il a été fait en 4 ans. Voilà. D'accord, donc c'est un alphabet commun. Vous parliez de la dimension, et Tarmo Savolainen, qui est dans la salle, pourrait aussi confirmer tout ça, comme quoi le Comité européen des économies de la construction travaille activement depuis un certain nombre d'années. Antonio Paparella, vous avez un angle de vue supra-européen, à la communauté européenne, à la Commission européenne. Donc vous vous attachez, avec l'ensemble des intervenants qui sont ici, à travailler à définir ce langage commun. Tout à fait, pas simplement dans ce domaine. Le travail de normalisation, de standardisation, qui est un terme plus correct dans la scène européenne, effectivement, se préoccupe de trouver un langage commun dans différents domaines. Nous le faisons notamment pour les produits de construction, notamment avec le règlement des produits de construction, avec des normes que nous développons depuis plus de 20 ans. Mais nous sommes aussi engagés dans le domaine de la construction à travers des Eurocodes, qui sont des standards pour la conception des bâtiments. Et effectivement, s'il y a d'autres initiatives telles que celle qui est
a été engagé par la coalition, toute initiative qui émane de l'industrie, pour nous, c'est tout à fait le genre d'approche que nous voulons soutenir, plutôt que d'avoir une approche normative en tant que telle, mais plutôt que ce soit les acteurs qui se mobilisent pour définir quelle est, disons, l'articulation et les filtres et qui doivent être, qui peuvent aider ce langage commun. Merci. Oui, c'est un très bon point. Le travail que nous faisons est vraiment attrait au marché. Il est important pour la profession d'envisager quel est le véritable client. Le véritable client n'est pas au final le professionnel, ce sont les clients des professionnels. Et la Commission européenne, par exemple, est une entité gouvernementale à travers le monde qui a un véritable avantage dans ce travail. Fondamentalement, ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'établir un climat de confiance au sein du marché afin d'avoir une véritable constance dans l'information recueillie. Tous ces projets au travers le monde représentent des milliards de dollars de dépenses. Et les mouvements des personnes qui passent de centres ruraux et des centres urbains sont d'une telle importance qu'il faut faire face à quelque chose que nous n'avons jamais vu jusqu'à présent. Il y a plus de mouvements vers la ville de Chicago que nous n'avons vu depuis 26 ans. Et de ce fait, il nous faut de bonnes informations afin de prendre de bonnes décisions sur le plan professionnel. Et c'est ce sur quoi nous essayons d'aiguiller les professionnels. Donc nous travaillons avec la Commission européenne, qui est vraiment vitale dans l'économie actuelle, car il faut prendre des décisions en termes d'investissement vis-à-vis de ces projets. Et donc, ce que nous faisons avec l'ICMS, c'est que nous créons un cadre qui permet aux gens de comparer les informations. On peut chiffrer un projet, donner des chiffres, mais si quelqu'un, sur un autre projet, chiffre les choses de manière différente, alors les résultats peuvent être comparés. C'est quelque chose de très basique. Par exemple, moi, je fais beaucoup de vélo à Londres et il y a un gros projet qui est mis sur place qui s'appelle HS2. C'est une zone ferroviaire entre Londres et Birmingham. Et dans une partie où je fais du vélo, il y a des gens qui sont contre et qui disent non, mais ça va nous coûter 6 milliards de livres, c'est un scandale, ça ne va pas marcher. Et d'autres personnes qui sont pour ce projet disent que oui, en effet, ça va coûter 6 milliards de livres. C'est très bien. Donc on peut avoir nos propres opinions, mais on ne peut pas au final inventer nos propres faits. Et en tant que professionnels, il faut que nous fournissions aux gens des faits afin qu'ils puissent être à même de prendre des décisions. C'est vraiment inacceptable de dire à quelqu'un cela vous coûtera 6 et à une autre personne cela vous coûtera 60. C'est totalement inacceptable. Donc il nous faut donner des faits aux gens afin que ces derniers puissent s'asseoir et puissent avoir une argumentation raisonnée et des discussions solides. Par exemple, si notre profession fournit la Commission européenne avec des données constantes, la Commission pourra prendre de bonnes décisions et c'est mieux pour les citoyens et c'est vraiment traiter les personnes avec respect. Et c'est vraiment la base de ce que nous essayons de faire avec ce projet. Donc Antonio Paparella, justement, vous travaillez main dans la main en bonne intelligence, ça se sent avec la RICS et les acteurs de la filière, pour être justement dans une logique concrète, opérationnelle et pas uniquement de directive, dans tous les sens du terme directive top-down. Mais c'est un rôle de concertation, de caution. Vous pouvez les pousser dans leur retranchement parce que après vous pouvez apporter une sorte de label Commission européenne. Quel est le rôle et la forme de travail en bonne collaboration avec la RICS?
pour l'instant, disons, nous appuyons, nous participons dans le travail de RICS. Disons, la forme maintenant que pourrait prendre ce travail de RICS et ce qui est en train de se développer pourrait effectivement prendre la forme, peut-être des formes un peu plus informelles, telles que des recommandations dans le cadre de nos marchés publics, par exemple. Des guidelines. Des guidelines, ça pourrait être, disons, la forme la plus légère. Oui. Est-ce que la Commission pourrait davantage, comme par exemple dans les marchés publics, cela a été fait dans certains domaines tels que par exemple la prise en compte des coûts sur des flottes captives, imposer des directives pour... Des indicateurs. Je ne crois pas qu'on est encore là. Bien sûr. Mais déjà, nous avons fait tout un travail sur la question des coûts sur le cycle de vie, voir comment est-ce que dans les marchés publics ça pourrait s'appliquer. Avant qu'on arrive à un travail vraiment de directive ou de réglementation, je crois que d'abord on doit explorer des voies qui sont un peu plus soft. Et des recommandations. Oui. Après, il y a toujours un juste milieu, on en parlait hier, entre une recommandation, il vaut mieux parfois l'appliquer, même s'il n'a pas de caractère obligatoire. Mais de toute façon, la finalité, ce n'est pas le mode directif ou pas directif, c'est de rationaliser et d'attirer aussi la confiance des investisseurs pour libérer et doper objectivement le marché. Tout à fait. C'est aussi un axe que nous devons explorer dans le cadre des instruments financiers que nous mettons à disposition, soit à travers la Banque européenne d'investissement, soit à travers les fonds structurels et les fonds de développement régionaux, de voir si effectivement comment nous pourrions avoir un peu plus de cohérence dans les décisions que nous prenons pour financer tel ou tel projet. Et aussi, ce n'est pas uniquement une question de risque sur le prix, sur la décision, savoir effectivement est-ce que ça coûte 100 millions ou 60 millions. Mais il y a aussi, je crois, une obligation d'avoir de cohérence sur la façon dont on fait le reporting de l'impact des politiques, savoir dans les domaines où on investit dans la transition énergétique ou l'économie circulaire. Quel est le suivi et le retour les suivis que l'on peut assurer. Comment ça s'applique? Et si effectivement les points de départ, le référentiel n'est pas clair, je crois que le reporting ne sera pas clair non plus. D'accord. Donc bon, il y a un acteur dans la filière qui est déterminant, c'est les investisseurs, publics et privés. C'est une question qui s'adresse à chacun d'entre vous. Forcément, on peut penser que les investisseurs sont plus en confiance quand il y a un projet de bâtiment avec une norme ICMS par rapport à un projet sans norme. C'est flagrant. Ça peut être un critère de décision, de go, no go de la part d'un investisseur. Il y a la norme ICMS, donc c'est clair, c'est plus facilement mesurable, chiffrable. Comment vous voyez Alan Muse, je ne sais pas quelle est votre vue à la RICS, puisque vous travaillez sur le développement et la promotion de cette norme. Les investisseurs sont en confiance sur des projets avec la norme ICMS, et ça se traduit par des investissements plus conséquents ou plus rapides? Oui, en bref, je pense qu'on peut dire que un certain nombre d'institutions mondiales cherchent à vraiment construire les investissements et vraiment à remettre en question l'industrie en termes d'efficacité. Et la mise en place de ces normes à l'échelle internationale peut faire partie du problème. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons créé l'ICMS dans un premier temps. Nous avons mis en œuvre différentes études grâce au Forum économique mondial, l'Institut McKinsey, et on s'est rendu compte que des normes constantes
était bénéfique pour une industrie tout à fait fragmentée. Et cela jouerait sur les investissements. L'industrie, le secteur semblerait plus digne d'investissement. Pour revenir sur le point souligné par Ken sur les investissements dans le secteur public, oui, il y a beaucoup d'investissements. Si on veut bâtir les infrastructures dont nous avons besoin en tant que société, dans ces cas-là, il nous faut attirer davantage d'investissements du secteur privé. Et bien souvent, cela doit être fait dans un contexte beaucoup plus global, comme Antonio en parlait. Donc, si nous voulons changer l'approche des gouvernements et des sociétés, il nous faut réfléchir à la façon dont nous comparons les gros projets à travers le monde. Mais également, il faut créer une sorte de constance dans la façon dont nous réfléchissons à ces projets, dont nous établissons les objectifs de l'ICMS, parce que la gestion financière de la construction se fait par divers biais dans divers endroits. Et il nous faut définir les connaissances disponibles sur ce point et l'effet que cela peut avoir sur la livraison des projets à l'heure et en respectant le budget. Je pense que raison d'être, if you like, to use a French phrase, are well known in terms of the investment in construction. Je pense que si on devait revenir sur le point d'Antonio sur l'influence de la Commission européenne, il nous faut envisager deux choses. On a eu ce genre de discussion avec d'autres gouvernements et d'autres institutions à travers le monde. Les institutions elles-mêmes financent beaucoup des projets de construction, notamment le gouvernement au Royaume-Uni finance une énorme partie, et d'où l'utilité de ces normes ICMS. Et il faut également envisager la performance qui sera bénéfique pour la société dans son ensemble. La norme ICMS vraiment vise à faire revivre le marché, à lui redorer son blason. Et je pense qu'en termes de responsabilité, tout le bruit, tout le tapage que l'on fait autour de la performance, des performances du BTP est quelque chose de très bien, au final, de très bénéfique pour les institutions. Ken Creighton, sur le lien avec les investisseurs, entre la norme et l'impact auprès des investisseurs. Les investisseurs et l'impact sur les investisseurs. Si je pouvais parler d'un autre point avant d'en arriver à ça, restez avec moi. Je pense qu'il est important de clarifier les rôles d'un bon nombre des organisations dont nous avons parlé. Il est très important de remettre dans le contexte la façun dont ceci a été mis en place. L'IRCS n'est qu'un des 49 membres de l'IMCS, la coalition MIMCS. Donc l'IRCS n'a pas de rôle spécifique dans cette coalition. Et il est vraiment très important de souligner ce point et de clarifier les choses pour diverses raisons. L'une d'entre elles est que beaucoup des partenaires de cette coalition sont dans cette pièce. Et par ailleurs, je pense que l'une des autres choses qui est unique, qui est propre à cette norme, à ce projet, c'est la façon dont nous avons travaillé de concert pour parvenir à le mettre sur pied. Tous les commentaires qui ont pu être faits, toutes les choses tout ce qu'on a pu entendre, mais bien sûr, c'est la chose à faire. Personne ne va dire le contraire. C'est quelque chose, en fait, qu'on entend tout le temps. Et si quelqu'un, au contraire, venait critiquer ce que l'on a fait, je suis plus couvert à la critique parce que je n'en ai jamais entendu. Par ailleurs,
on peut se poser la question, pourquoi n'avons-nous pas fait tout cela 10, 15, 20, 25 ans avant cela alors que nous aurions dû. Il est très difficile de faire en sorte que différentes personnes, différentes organisations travaillent de concert pour créer une norme. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Et lorsque l'on nous dit l'ICMS ou le RCIS joue un rôle égal dans tout cela, etc. Ce que nous avons fait, et je voudrais clarifier les choses, ce que nous avons fait, et Pascal en a déjà parlé lorsque nous avons lancé ces événements à Washington avec le Fonds monétaire international, nous avions toutes les régions du monde représentées. Et on s'est dit, pourquoi ne pas commencer prendre les choses depuis le début. Personne ne jouira d'un avantage. On n'aura pas commencé avec, par exemple, les normes chinoises, canadiennes, etc. Non, on va mettre sur pied une norme et on va se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire. Et je pense que tous les efforts qui ont été faits dans ce sens, c'est ce que l'histoire nous montre, n'ont pas été à la hauteur de ce que nous avons fait ici. Et cela pose un problème politique qui nous empêche de tirer les bénéfices dont nous avons parlé. Et vraiment, je voulais souligner ce point parce que c'est vraiment la base de ce que nous disons et nous faisons. Thank you, Ken. Pascal Asselin, on parlait de Washington tout à l'heure, c'était en fin 2015, je pense. Là, on est à la première version ICMS. Tout ça, et comme vous le disiez hier, le terme était récurrent dans vos propos, évolutif, work in process. L'ICMS, c'est un outil, il est déterminant dans l'analyse du cycle de vie des projets que vous menez quand vous construisez des bâtiments, puisque le thème du congrès, c'est le coût global. Donc, il y a un lien ICMS investisseur, mais il y a un lien, vous, professionnel, ICMS et analyse de cycle de vie. C'est un facilitateur pour définir le cyclage de vie, le cycle de vie des bâtiments. Alors ça, c'est une excellente question, parce que là, on arrive au début de la guerre des data. Hein. Je parle de guerre parce que chaque partie essaye de les accaparer. Mais ce que je veux dire, c'est d'abord un message rassurant. Nous, on a créé une norme, pas une norme, la méthode Intech. Il y a pas loin de 40 ans, mes confrères ont créé cette méthode. Donc, on a une façon de classifier les différentes étapes d'un projet avec notre méthode. Il faut savoir que cette méthode, c'est comme dans Molière, celui qui fait des vers sans savoir. Tout le monde l'utilise quasiment en France. Même les entreprises présentent leur devis un petit peu de la même façon. Bien sûr, il y a quelques petites variantes, mais tout le monde se comprend. Et où je veux être rassurant, c'est que l'ICMS est très proche de notre méthode. Il n'y a pas beaucoup de différences. Simplement, on comprend les classifications. Et cet outil, c'est fait pour rassurer le marché. Ce n'est pas fait pour imposer, c'est fait pour rassurer. Et vous avez écouté Alan, Ken, Antonio aussi. C'est absolument capital. Ils ont des vues très pragmatiques. Ce n'est pas un sujet qu'européen. Au sein de la coalition, on a la Malaisie, par exemple, en face de moi, Kwan. Il y a des gens des États-Unis, de Chine, d'un peu partout dans le monde. Ouais. Donc, on a quelque part une destinée commune. Il y a 90 pays, non? Ou je ne sais plus. How many countries in coalitions? 19. 48 différentes organisations venant de frontières totalement différentes. Donc, chaque pays... Si vous regardez la portée de l'organisation, on voit qu'il n'y a pas un seul pays sur la planète qui n'est pas représenté, car les organisations représentées sont multinationales. Donc tu vois, Cyril, c'est assez impressionnant. Et surtout, c'est fait pour rassurer les investisseurs. Et sachez une chose, parce que ça m'est arrivé, il y a des investisseurs anglo-saxons qui construisent ou qui restaurent des French Heritage Buildings, des monuments, par exemple des hôtels de luxe en France. Et souvent, moi, je me suis retrouvé en concurrence avec des collègues londoniens parce que les investisseurs n'avaient pas confiance en nos standards, entre guillemets. Vous voyez ? Oui. Donc, moi, je ne suis pas très... Mais ça les a rassurés que vous utilisiez la norme ICMS. Non, mais si demain on a l'ICMS, on peut travailler à armes égales avec nos collègues.
Vous voyez, ça peut être aussi une stimulation du marché, y compris chez nous. Hein, et c'est le sens de l'histoire, de toute façon. Mais tout à fait. Le marché est ouvert. Quoi qu'on le veuille, c'est ouvert. Donc, il y a des investisseurs qui investissent aussi bien en Chine qu'au Japon, qu'en Angleterre, qu'en France. Donc l'enjeu, c'est l'appropriation, parce que sinon, sur le principe, c'est évident. L'enjeu, il faut rassurer les investisseurs. Il ne faut pas leur vendre des lunes. C'est-à-dire que quand ils vont faire un projet, ils ont besoin d'avoir un outil comparatif. D'accord ? Et demain, quand on va se lancer dans l'analyse cycle de vie des bâtiments, bien évidemment, il faudra partir sur le même standard si on veut comparer les mêmes choses plusieurs années plus tard et les mettre à jour. Donc c'est absolument capital. Donc comme on va de plus en plus, et c'est le thème du congrès, vers un phasage et l'étude, le chiffrage, pas uniquement de la conception-construction, mais aussi de la maintenance, de l'exploitation et de la déconstruction, puisqu'on a vu que c'était la majeure partie des coûts d'un projet, l'ICMS est de plus en plus essentiel. Donc l'enjeu, c'est de le promouvoir, ce que vous faites à l'INTEC, mais à la Commission européenne et à l'ARIX. Vous travaillez en concertation ensemble. L'ICMS. Comme a dit Ken, l'ARIX, si vous voulez, la RRCS, nous a permis, ils ont une plateforme mondiale. C'est simplement au niveau de l'intendance, ça nous a facilité les choses. Ça s'arrête là, mais chaque pays membre de la coalition a le même nombre de voix. Un pays égale une voix. Et je dois avouer qu'à ce niveau-là, il y a eu un total respect entre les différents partenaires. Et alors concrètement, si une entreprise de la construction dans un pays veut utiliser l'ICMS, il faut qu'il soit lié à une fédération professionnelle de son pays qui soit membre de la RIX, où il peut directement... C'est-à-dire, qui décide entre l'entreprise de construction, les pouvoirs publics ou la fédération professionnelle? Dans l'ICMS, la RIX égale NVBK en Néderlande, égale l'INTEC en France. Voilà, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. D'accord. Et quel est le degré d'utilisation, par exemple en France, puisqu'il y a 8400 entreprises qui ont l'activité d'économistes de la construction en France, selon l'INSEE, les chiffres de l'INSEE, à la louche, parce que c'est une question peut-être impossible, mais quel est le degré et la tendance d'utilisation de recours à l'ICMS dans les normes des projets? Pour l'instant, le degré il est 0, parce que la traduction en français vient juste d'être terminée il y a 3 semaines, donc on est en relecture. Mais de toute façon, c'est tout récent, hein, c'est 2000. On est à la première version 2017. Si ce congrès, si on l'a tenu sous l'égide de l'ICMS, l'IPMS et d'ADN Construction en France, qui est l'organisme du développement numérique dans la construction, c'est qu'il y a des raisons. Oui. C'est que nous, l'INTEC, on est là pour supporter ce projet commun avec les autres pays. Et donc, moi, j'ai bon espoir que ça vienne gentiment être utilisé. Et même sûrement, puisque, comme je vous le disais, c'est assez proche de la méthode INTEC, donc il n'y aura pas de difficultés particulières. D'accord. Donc il y a un enjeu de sensibilisation, de promotion, parce que sur le principe, c'est assez évident, pertinent. On est à la première version, Washington, c'était fin 2015, là c'est la première version en 2017. Quel va être l'avenir? La deuxième version est en cours. Il y a une mixité, un travail en liaison avec justement l'analyse du cycle de vie. La deuxième version, quels sont ces upgrades par rapport à la première version qui sont en cours, peut-être Alan News? Devrait être publié l'année prochaine. Et nous avons commencé le comité permanent a commencé à y plancher. Nous devrions arriver à une version préliminaire d'ici à la fin de l'année. Et il s'agit là d'un ajout d'un enrichissement important par rapport à la première édition, parce que de nombreuses instances dont la Commission européenne, le gouvernement britannique, canadien et bien d'autres, ont déclaré que le coût serait un élément très important et pour les années à venir, travailler sur ces normes reste un enjeu extrêmement important. Et également, l'estimation des coûts, c'est un exercice, c'est une activité bien développée de par le monde et c'est une nécessité étant donné le système d'approvisionnement particulier local de P3 aux États-Unis, aux Amériques, le système d'achat public en Europe. Et on revient à ce dont on parlait précédemment, à savoir les gouvernements ont besoin de l'influx de fonds privés de manière à pouvoir faire en sorte que l'aménagement et l'urbanisation va répondre à la demande. Donc le PFI est ce qu'on appelle le P3, c'est un système d'achat, de gestion pour les appels d'offres. C'est un système qui va
rester. Nous avons besoin d'arriver à de meilleures décisions par rapport aux matériaux à utiliser, notamment de manière à prendre ces décisions éclairées. Nous avons besoin d'un système complet avec des normes internationales uniformes. C'est la raison où nous arrivons à ceci nous conduit à ICMS 2. Et cette nouvelle norme va satisfaire aux exigences des gouvernements et cela va nous permettre de développer la norme sur le marché et rendre les choses encore plus utiles sur le marché pour les investisseurs. Eh bien, je pense que mon français s'améliore. J'ai quasiment compris tout ce qu'il vient de dire, notre collègue anglophone, dit Ken. Alors, la question du marché porte sur l'adoption du marché. Nous avons rencontré un certain nombre de réussites et un petit peu de contexte maintenant. Nous parlons principalement de normes de mesure. Et entre autres, mais nous avons un projet similaire, à savoir mesure des sols lancé avec la coalition, lancé dans le cadre de la Banque mondiale, également avec des normes l'espace physique d'une salle, d'un espace, comme celui-ci, également les CMS, au niveau de l'éthique. Nous travaillons également dans le domaine de l'évaluation des bâtiments, le contrôle, alors la sécurité, l'incendie. Si l'on se penche sur l'adoption et la réussite de ces projets, de ces initiatives, parce que s'il y avait des records du monde, eh bien, nous serions dans les records mondiaux. Eh bien, ce projet a été lancé notamment en 2013. Nous avons des centaines et des centaines d'entreprises qui utilisent cette norme de par le monde. Donc, nous avons ici des récits que nous pouvons évoquer pour illustrer le succès de l'ICMS. Nous avons également des transactions qui se passent, qui se déroulent de par le monde avec ces systèmes. Nous avons lancé la première vision d'ICMS. Alors, la durée de vie, c'est quelque chose qui est en cours. Donc, nous avons lancé l'ICMS quelques mois avant le lancement. Et maintenant, ça fait partie d'informations entrant dans le domaine public. Un de nos prestataires de taille mondiale nous a contactés et nous avons une demande de proposition, on appelle la proposition du gouvernement britannique. Et le gouvernement britannique était confronté à un problème, à savoir qu'il y avait donc Highways England, Injust2, le Transport for London, tous ces différents opérateurs au sein du ministère de Transport. Le problème, c'est que, par rapport à ces 5 grandes compagnies de transport, on allait leur demander, mais combien ça allait coûter? Eh bien, les réponses au sein de chacun de ces groupes, au sein du ministère des Transports, étaient différentes par rapport au prix. Combien ça coûte? Eh bien, la réponse était différente à chaque fois. Et donc, les ministres, pour des raisons politiques, disaient toujours, j'aime le chiffre le moins élevé. Et le gouvernement était donc confronté à ce problème, à savoir qu'il ne connaissait même pas ses propres coûts. Donc on s'est tourné vers nous, on a dit, mais nous, on voudrait faire une proposition. On sait que l'ICMS n'est pas terminé, mais pouvez-vous nous accorder la permission d'écrire toute une proposition pour ces projets sur la base de l'ICMS? Et on a dit, d'accord, allez-y. On a pris le risque pour Jerry, Alan, Serian et tous les membres du comité permanent n'ont pas encore fini leurs travaux, mais non, allez-y, vous pouvez y aller. Donc l'Irlande fait partie également du comité permanent et ils ont fait un travail magnifique de comparaison du coût de logement à travers l'Europe. Les Émirats, on s'est rencontrés récemment à Dubaï. Ils appliquent également ils travaillent dans le sens de l'ICMS et au Canada également. En Ontario, Craig Baez est là de CIQS et ils ont
soumis leur demande, leur appel à proposition, projet infrastructurel avec une demande qu'il soit basé sur l'ICMS avec programme de formation des entreprises et prestations de services dans le domaine de la formation pour le gouvernement canadien. L'ICMS est né, a vu le jour il y a 6 mois et c'est un petit peu, maintenant on commence à l'appliquer dans le monde entier. Merci Ken. Antonio Paparella, l'ICMS est tout chaud, tout récent. L'un de votre rôles, c'est de développer l'ICMS intra-communauté européenne, mais aussi extra-communauté européenne. Intra, pour le spreader, que ce soit partagé, utilisé, c'était l'un des souhaits de Pascal Asselin, mais aussi extra-communauté européenne, parce que les projets de construction peuvent être bien évidemment à l'étranger. Quand je dis à l'étranger, en tant que petit Européen, c'est hors Europe, et qu'il y a des marchés formidables. Et donc, il faut que les maîtres d'ouvrage connaissent cette norme et les investisseurs à l'étranger, c'est-à-dire hors Europe. Le relais de croissance est énorme. Tout à fait. Je dirais sur deux angles. Tout d'abord, nous avons des fonds de coopération et de développement, donc à travers lesquels nous intervenons comme sponsors dans différents pays. Et donc, le standard ICMS peut aider effectivement à établir une base commune pour les marchés publics qui vont suivre pour financer, réaliser ces projets et donner, disons, la même base de concurrence entre différents opérateurs. Oui. Et l'autre angle de vue qui déboucherait de cette promotion serait aussi le fait que cette norme donne aussi une possibilité aussi aux entreprises européennes de pouvoir accéder à ces marchés aussi, d'être à pied égal par rapport à des opérateurs internationaux ou locaux. Donc, effectivement, la promotion est très importante, aussi bien au niveau de la façon dont on appréhende la définition des projets et la décision des projets. Cette promotion devrait aussi tenir compte aussi de tous les aspects un peu opérationnels pour l'application de cette méthode. Je crois que la classification et le fait de présenter une classification commune et aussi de présenter des coûts d'une façon harmonisée, c'est une chose très importante. Mais on doit aussi assurer que les sources d'information qu'on utilise aussi pour établir ces coûts soient aussi fiables et convergentes. Oui, l'information à la base et la fameuse data dont parlait Pascal. Si on se projette, parce que vous faites des travaux opérationnels essentiels, mais aussi de recherche et développement, on parle de plusieurs versions, il y aura d'autres versions et on est au tout début de l'ICMS. Est-ce qu'on peut imaginer que, et c'est la dernière question, à terme, les marchés géographiques dans le monde qui auront recours à l'ICMS, ce sera un vecteur de croissance, un levier de croissance pour les entreprises de la filière construction de ces pays-là. L'aspect commercial aussi. Il y a l'aspect normes, rationalisation, transparence vis-à-vis des investisseurs, ce que tu sous-tendais, Pascal, comme quoi aussi il peut y avoir certains marchés où il y a, disons-le, de la corruption. Donc tout ce qui est transparence, clarté, normes, c'est essentiel. Mais est-ce que ça peut être aussi un levier commercial? Moi, j'utilise l'ICMS. Et pour mes entreprises, mon pays, c'est un levier de croissance commerciale, puisque, disons-le, et on le voit avec l'acier, avec plein de sujets, on est dans une guerre qui se renforce à l'échelle commerciale. Bien sûr, moi j'ai donné mon témoignage tout à l'heure en disant que j'avais été des fois concurrencé dans mon propre pays par des collègues anglo-saxons parce qu'ils avaient peur de notre standard à nous. Donc, faut enlever cette crainte. Il n'y a pas de crainte à avoir. Et Ken nous en a donné des formidables exemples. Donc c'est un atout. Les Émirats arabes unis ont pris comme standard l'ICMS. D'autres pays qui n'ont pas de standard, eh bien, ça leur permet aussi d'avoir une base qu'on peut contractualiser entre les différents acteurs.
Donc ça ne peut que rassurer le marché. Bien évidemment que j'y crois comme développement. Ça développe, ça facilite, ça simplifie le marché. Alan Mios, peut-être. Alan Mios, si vous avez une... Je pense que l'utilisation de l'ICMS dans les pays développés et en développement émergent est une remarque importante, est un point et un aspect important, puisqu'au départ, il n'y avait pas de normes du tout dans ces pays et l'ICMS promeut justement ces normes. Juste avant cette conférence ce matin, je parlais à un collègue du continent africain et il me disait qu'effectivement, l'investissement étranger, eh bien, vis-à-vis des investisseurs étrangers, s'ils pouvaient leur dire que, eh bien, ce sont des normes internationales qui sont appliquées dans son pays, et à ce moment-là, cela permettrait d'engager la participation de PME dans le cadre de projets de développement, de construction et dans des économies émergentes. Cela a un rôle évident dans les économies développées, cela a également un rôle important. Cela permet d'arriver à une égalité dans le domaine des petites entreprises, des plus grandes entreprises, également des consortiums importants. Donc l'ICMS de toute façon joue un rôle très important dans le domaine des économies développées et en développement. Et également, c'est un avantage potentiel. Merci Alan. Si vous voulez un mot de conclusion, chacun d'entre vous. Antonio, je ne sais pas si... Tout d'abord, je remercie l'UNTEC d'organiser ce débat et effectivement souligner l'importance de ICMS non seulement au niveau européen mais aussi au niveau international. Et je crois que je ne peux qu'encourager ce travail de la coalition à poursuivre le travail, d'abord de terminer le travail qui est engagé à travers la seconde édition sur le coût de cycle de vie, mais peut-être aussi d'explorer de futurs développements. Nous parlions de coûts sociaux. Qu'est-ce que ça signifie et comment est-ce qu'on peut traduire cela en termes de standards? Je crois que c'est important qu'on explore aussi dans le futur, après avoir fini le travail que nous avons sur la table, aussi d'autres voies. De l'agglomérer avec d'autres données sociaux. Oui, effectivement. Bien sûr. Pascal, peut-être un mot de conclusion? J'ai simplement dit, bon, l'ICMS a 5 ans, on a enlevé les couches, on a appris à marcher, maintenant essayons de parler tous ensemble de l'ICMS. Voilà. C'est ce qu'on commence à faire aujourd'hui ici en France. Donc il va prendre son envol. Donc, merci Antonio d'être venu, merci Alan et merci Ken. Merci. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez surtout pas. J'aurais simplement une question sur effectivement la prise en compte de l'environnement dans ces normes. Donc, je voudrais mettre de côté en fait les réflexions sur la nécessité des normes, comme M. Asselin l'a évoqué, sur le fait elles sont essentielles pour pouvoir rassurer le client, parce que c'est simplement la question de toute relation entre un ignorant et un expert, quoi. Donc, je voudrais plus avoir un petit peu vos opinions sur quand on réfléchit sur le fait que l'argent n'existe pas, que l'argent est une convention, que du coup, quand Monsieur Creighton vous proposez effectivement de mettre à disposition des outils qui permettent effectivement de dire à la population, vous avez un besoin, il va coûter tant. Mais le coût est donné en une notion effectivement qui est virtuelle, qui n'existe pas vraiment. Or, dans le bâtiment, on est dans un monde physique et on est sur une planète qui est physique. Et que le coût n'est pas spécialement aujourd'hui à prendre en compte un coût monétaire, mais un coût effectivement qui est en termes d'énergie. Et du coup, comment ces normes-là peuvent prendre en compte ces aspects environnementaux? Juste pour donner un exemple, quand effectivement en France, ça vient moins cher de faire venir des fenêtres en bois exotique de Chine, alors qu'on a des forêts locales juste à côté, avec des artisans qui sont à côté, et que les investisseurs, mais qui sont des êtres humains aussi avec des besoins,
ne peuvent pas finalement faire ce choix-là parce que finalement c'est un choix financier qui ne leur est pas vraiment possible. Est-ce que j'étais assez claire ou... Pascal Asselin, sur la dimension environnementale dans les normes. Alors là, c'est une question... je vais vous laisser rapidement le micro, Ken et puis Alan. Je voulais simplement dire que l'ICMS, effectivement, on a parlé de coûts parce qu'on est dans le congrès des économies de la construction. Donc, en général, on est garant du contrôle des coûts dans le domaine de la construction. Mais ce qu'il faut savoir, c'est un standard qui permet, si vous voulez, c'est un peu un espéranto, un langage commun pour calculer des quantités et les ordonner. Voyez, donc après, on peut le démultiplier, par exemple, pour faire du poids carbone, avec lequel on peut comparer les différents sujets. C'est ce que je voulais vous dire. On peut changer l'unité de valeur. Voilà. Alors après, pour l'histoire on compte tout en argent. Alors là, écoutez, ça, c'est... Là, je ne suis pas compétent parce que là... Mais peut-être la réponse partielle, elle est aussi dans le label qui est en expérimentation dont on parlera cet après-midi. Le label E+, c'est moins à l'échelle... En cours d'expérimentation en France. C'est une question ouverte qui est effectivement... Et avec la RICS aussi. Pour l'instant, on n'a pas d'autres outils comparatifs quand on fait des projets. Mais alors, je vais laisser la parole. Alors justement, si vous rebondissez sur la question en disant que ce ne sont que des quantités, évidemment, bon, les quantités, c'est pas trop compliqué pour les trouver. Non, mais... Venez au bureau, on va travailler ensemble. Par contre, c'est simplement sur la question dans ce cas-là, comment on met en place des normes et qu'en même temps, on arrive à faire évoluer ces normes avec les procédés constructifs. Parce que ce qui se passe, c'est que pour l'instant, on est quand même globalement sur du béton. Or, il y a toute la question du sable qui est en train de manquer, d'effectivement des problèmes de mafia en fait, qui commencent à tuer pour du sable. Et donc là, maintenant, on est en train effectivement de se dire, peut-être construire en bois avec ça commence à se développer. Mais en même temps que ça se développe, là, avec le BIM et avec Revit, on a le problème du standard. Et le problème, c'est que le standard nous enferme notre pensée et ne permet pas non plus d'évoluer en même temps que le physique. Ça, c'est une excellente question que je vais laisser à mes collègues. Le standard qui est trop restrictif, en fait. Bien sûr, de bonnes décisions environnementales jouent un rôle essentiel pour la construction, c'est accepté. Je pense que l'ICMS n'est pas seulement une question de coût, il s'agit là de prendre les meilleures décisions en utilisant des données. Donc avec les coûts, nous déterminons un certain nombre de valeurs et d'attributs qui aideront la prise de décision en termes de bonnes pratiques environnementales et en fin de compte, l'objectif est d'obtenir ces données, d'harmoniser ces données de manière à pouvoir arriver à ces comparaisons et prendre des décisions éclairées. Par exemple, nous avons dans l'ICMS l'environnement, le développement durable, et ça a l'air très simple, mais ça joue un rôle critique en termes d'uniformité et de comparaison, de manière à pouvoir comparer les performances de par le monde, dans le monde entier. Donc l'ICMS requiert l'IPMS de manière à ce que cela fasse partie des attributs et des valeurs entrant dans le coût. Donc l'ICMS va au-delà du coût et de la classification. Il s'agit là de collecter, de recueillir les composantes, les valeurs essentielles associées avec un projet, une construction, un coût de construction spécifique. Notre remarque en termes du débat sur l'environnement, lorsque l'on se penche sur les coûts de style de vie, eh bien, ces facteurs doivent être entrés dans la conception et l'étude, et nous devons avoir des coûts harmonisés de manière à évaluer cela. Vous avez parlé de la technologie. Avec l'ICMS, eh bien, cela permet également de suivre l'ensemble des disciplines principales de construction, et une des choses que cela permet, c'est un essaimage croisé en termes de conception, et parce que ces données sont recueillies à un niveau élevé, nous avons besoin de normes internationales du côté du coût pour intégrer ces données dans la conception. C'est également l'objectif de l'ICMS. Si je peux me permettre d'ajouter, je pense que c'est une question très importante. Je peux rebondir par rapport à ce que Alan a dit, l'IPMS, etc. permet la mise en place de normes, de vraies normes, donnant la taille concrète d'un bâtiment,
Et à l'occasion de COP, j'ai eu l'occasion d'intervenir à l'occasion de la COP 21 en décembre 2015, lorsqu'on parlait des objectifs et du bâtiment. Eh bien, les bâtiments représentent 40% des émissions dans le monde entier, que ce soit en termes de chauffage, de refroidissement, de climatisation. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de méthode cohérente de mesure des bâtiments. Vous pouvez avoir 10 personnes qui vont entrer dans cette pièce et ils vont vous donner 10 tailles différentes en termes de métrage de cette pièce. Certains mesureront l'extérieur, les murs extérieurs, les murs intérieurs. Ils vous donneront à chaque fois des chiffres différents. L'usage interne pour chauffer cette pièce est constante. Si vous dites, eh bien, si on est à 80 ou 100 mètres carrés, eh bien, avec ces chiffres, les chiffres montreront une efficacité, mais vous ne pouvez pas comparer ici. Si le monde va mesurer l'efficacité et une méthode comparative par rapport à ces objectifs, nous devons trouver un dénominateur commun, uniformité dans les méthodes de mesure. On vous dit, c'est un bâtiment sobre en énergie, alors que ce n'est pas le cas. Nous devons mettre en place des standards internationaux, des normes internationales, de manière à ce que l'on puisse prendre des décisions commerciales éclairées. Et également, il en va de même pour les questions portant sur l'environnement, le social et l'économie. Donc, toutes les normes existantes présentent peu ou pas du tout de normes par rapport aux questions dont nous venons de faire mention. Ce que nous sommes en train de faire est très important pour l'environnement. Antonio Paparella. Juste quelques points complémentaires. Effectivement, je crois que c'est important de souligner davantage que Alan a dit, l'importance d'avoir des éléments contextuels avec les coûts. C'est la façon dont ICMS présente les résultats pour l'investissement. Mais je crois qu'au-delà de tout cela, il y a une présentation des coûts, mais il y a aussi, dans tout projet de construction, aussi une analyse des risques qui sont liés à une certaine décision. Donc, tout dépend du client et ce que le client souhaite, les différentes stratégies qu'il veut mettre en œuvre, stratégies d'investissement, à savoir son engagement par rapport à des défis climatiques, énergétiques ou environnementaux, et de voir par rapport aux choix qu'il compte faire, les 2-3 options qu'il veut faire, de voir un petit peu quelles sont les conséquences en termes de coûts. Mais je ne crois pas qu'on peut donner maintenant à ICMS le rôle de dire, voilà, ça c'est les options à choisir, mais plutôt de voir, selon le briefing qu'il reçoit du client, de voir quels sont comment les choix, certains choix se traduisent en termes de coûts, et éventuellement, après, compléter cela avec une analyse de risque. Et de toute façon, cet après-midi, il y a le workshop sur le label E+C- qui est développé à l'échelle française et aussi en liaison avec la RICS. Donc ça, c'est un label environnemental, bas carbone et des bâtiments à énergie positive. Donc tout va converger. Tarmo Savolainen, peut-être, vous voulez intervenir? Question simple. Vous avez dit que les collègues de l'IPRS et l'ICMS, si je suis une organisation publique ou une société privée, si je suis privé ou public, comment est-ce que je peux utiliser l'ICMS? Est-ce que je dois demander permission et ce à qui? C'est une bonne question. Alors, la norme est gratuite, elle est disponible sur le site web icms/coalition.org et la coalition, les 48 organisations, eh bien, nous détenons les droits d'auteur. Nous établissons le prix est de 0 et ce sera toujours 0. La raison pour laquelle
Nous détenons la propriété intellectuelle et les droits d'auteur et qu'on n'a pas envie que quelqu'un prenne la norme et la modifie en disant que, eh bien voilà, elles soient cohérentes avec l'ICMS. Ça après notre travail et on veut éviter toute confusion sur le marché. Donc nous avons ici le droit juridique de protéger l'intégrité de l'ICMS. C'est ce qu'on fait dans la pratique. On veut aussi s'assurer que la norme va être utilisée. Donc si on peut utiliser la norme, l'intégrer à un cours de formation et gagner quelque chose, ça c'est fabuleux. Il n'y aura pas de droit d'utilisation, de royalties. Tout cela est gratuit. Si une société souhaite utiliser les normes, cette norme dans son travail, eh bien c'est ce qu'on veut. C'est notre objectif, on veut qu'elles soient utilisées, ces normes. Donc nous voulons utiliser GM en tant que service public et nous sommes également représentants des organisations professionnelles et nous souhaitons qu'il y ait un résultat. Et l'objectif est d'aller vers la norme, mais également de se dire, mais qui est le mieux qualifié pour faire ce travail? Et on va s'adresser à notre organisation en Finlande, aux membres, à vos adhérents, parce qu'ils sont formés, mais également pour répondre à vos questions, c'est gratuit. Donc, on parraine tout cela, on couvre tous ces coûts entre les membres de nos organisations. Réaction dans la salle. N'hésitez pas. Ken, Alan, Antonio, Pascal. Ah, il y a une question. Merci. Non, comme il n'y a pas beaucoup de femmes en fait dans la salle, il faut quand même bien. C'est le problème de la standardisation hein, quand on regarde. Non, c'était juste pour revenir. Donc je remercie M. Creighton en fait pour sa réponse. Effectivement, là j'ai bien compris que c'était très important en fait ce que vous faisiez. Et du coup, qui est quelque chose finalement un petit peu comme les congrès de physiciens quantiques qui se réunissent pour définir la seconde, donc pour avoir effectivement un langage commun. Juste pour rebondir sur l'intervention de la personne précédente, la question de la gratuité des droits effectivement est importante. Du coup, je me pose la question, et votre financement, il vient d'où? Bien sûr. Pascal Asselin, sur le financement pour le développement de la coalition. Le financement, c'est du bénévolat. Donc, Monsieur Creighton est un bénévole? Ah non, attendez. Non, mais après, vous savez, dans chaque organisation, il y a des permanents, mais chaque organisation a pris en charge elle-même. Par exemple, son frais de déplacement, c'est une fois par an. On fait un meeting face-to-face, comme on dit, de tête à tête, une fois par an dans un pays. Et tout le reste, c'est des conf calls tous les mois. Donc tout le reste, après, on n'a pas payé des gens pour établir l'ICMS, et chacun s'est mis à son ouvrage. C'est l'expertise des professionnels. Il n'y a pas de consulting derrière. On était, je ne sais plus combien de personnes on est, des trustees, mais peut-être 80-90 personnes. Donc tout le monde est administrateur. Tout le monde, chaque pays qui sont rentrés dans la coalition devient administrateur. Un pays égale une voix. Et après, on a désigné une élection démocratique, un collège d'experts. Voilà, je ne sais plus, une dizaine d'experts. Et ils ont travaillé en chambre fermée, mais après en chambre ouverte. Et à chaque fois, ils nous transmettaient leurs travaux. Et nous, on modifiait ou on donnait des modifications ou pas. Et puis voilà, le travail se fait comme ça. Donc on a mis 5 ans à le faire. C'est un peu long, en fin de compte, c'est très court. Et voilà, c'est du temps à passer. Voilà. Même l'Europe n'a pas donné un seul euro, à part du café et une salle à disposition lorsqu'il y a eu une réunion à Bruxelles. C'est tout ce que nous avons demandé. Et même aujourd'hui, vous voyez, tout ça là, c'est mis à la disposition de l'ICMS. Voilà. On n'a rien demandé. Voilà. Oui, c'est du partage d'expertise. Alors moi, je travaille pour le RSIS et je perçois un salaire exactement comme Pascal Anselin a dit. Je fais ça dans le cadre de mon travail. Et pour ce qui est de la coalition, eh bien c'est du bénévolat. Exactement comme ce qui a été dit, mais gardez à l'esprit qu'il est moins cher de travailler ensemble pour faire une norme plutôt que pour 50 organisations d'écrire chacune une norme. Donc, travailler comme ça, je pense que nous économisons des ressources. Et ça, c'est bon pour l'environnement.
Il y a de nombreux de nos membres, de nos administrateurs de sexe féminin sur nos qui siègent dans nos comités. Parmi vous, n'hésitez pas. Merci de votre participation. Merci à nos intervenants pour cet atelier, ce workshop qui était très, très instructif, très passionnant. Merci.